petit 2 de ce grand 2 consacré aux fonctions de classe C2, la définition de ce qu'on appelle une matrice hessienne et le développement limité à l'ordre 2 d'une fonction de classe C2 sur un ouvert. Alors la définition de la matrice hessienne d'une fonction de classe C2 sur un ouvert de RP, je prends f, une fonction définie sur un ouvert oméga incluant RP, et j'impose qu'elle soit de classe C2. Et bien pour tout A dans le grand oméga, on appelle matrice de hessienne de f en A, la matrice qu'on note parfois, en tout cas c'est comme ça dans le programme, grand H indice f en A, la matrice qui fait apparaître les dérivées partielles d'ordre 2 de f en A pour tous les ij entre 1 et p. Donc c'est une matrice carrée, p', p', qui est une matrice symétrique, puisque par le théorème de Schwartz, d rond de ij de f en A vaut d rond de ji de f en A si i est différent de j, donc c'est une matrice symétrique. Donc ça c'est la remarque, c'est qu'on a bien une matrice symétrique d'après le théorème de Schwartz qui stipule que si i est différent de j, d de ij de f en A vaut d de ji de f en A. Et tout de suite, ce qu'on va voir, c'est que la matrice hessienne, elle apparaît quand j'écris un développement limité d'ordre 2 d'une fonction de classe C2. Comme le gradient apparaissait pour une fonction de classe C1, et bien si f est une fonction de classe C2 sur un ouvert oméga incluant RP, pour tout A dans oméga, en identifiant un vecteur de RP à sa matrice colonne dans la base canonique, c'est-à-dire à MP1 de R, alors f de A plus H vaut f de A, plus le produit scalaire entre le gradient de f en A et H, que j'écris gradient de f de A transposé fois H. Dans le développement limité ordre 1, j'avais plus petit o de norme de H. Et bien en fait, le terme d'ordre 2, il s'écrit 1/2 de H transposé HF de A fois H plus un petit o de norme de H au carré quand H tend vers 0. Alors ce terme-là, a-t-il bien un sens? Bien oui, puisque H est identifié une matrice colonne, donc HF de A qui est une matrice carrée fois une matrice colonne, c'est une matrice colonne, et quand je prends H transposé qui est une matrice ligne fois une matrice colonne, j'obtiens bien un réel. C'est ce qu'on avait vu dans les matrices symétriques. Souvent, quand j'ai S une matrice symétrique, souvent je calcule X transposé SX qui est un réel. C'est d'ailleurs ces conditions-là qu'on avait vu apparaître dans le chapitre sur les espaces euclidiens pour voir si une matrice symétrique est positive ou définie positive, chose qu'on retrouvera dans le grand 3. Alors, je vais démontrer tout de suite ce développement limité à l'ordre 2. La démonstration n'est pas évidente, elle est assez proche de la démonstration du développement limité à l'ordre 1 ou du théorème de Schwartz, c'est-à-dire qu'il va s'agir d'écrire souvent les choses sous forme intégrale. Je prends ρ positif tel que la boule fermée de centre A et de rayon ρ soit incluse dans oméga, ce qui existe bien puisque A est un ouvert. Je munis RP d'une norme quelconque, alors ici je vais prendre la norme euclidienne canonique dans la mesure où là ici j'ai un produit scalaire, etc. Et je prends H dans RP tel que la norme 2 de H soit plus petite que ρ. Et je vais appeler phi la fonction d'une seule variable qui a t donne f de A plus th. Pourquoi? Parce que f de A plus h moins f de A, c'est simplement phi de 1 moins phi de 0. Sauf qu'avec la dérivée le long d'un chemin, j'ai déjà calculé phi prime. Phi prime, avec gamma de t qui était A plus th qui était de classe C1, on sait que phi est de classe C1 et que pour tout t dans 0,1, phi prime de t vaut le produit scalaire entre le gradient de f en A plus th et h. Alors ça, je vais l'écrire composante par composante parce que après l'objectif, ça va être encore de le dériver. Donc ça, je vais écrire que c'est la somme de j allant de 1 à p de la dérivée partielle par rapport à la jm variable de f en A plus th fois aj. Mais comme f est de classe C2, psi, la fonction qui a t donne d rond jf en A plus th, est de classe C1 sur 0,1. Et donc, et psi prime, elle peut se calculer, quand je dérive ça, je vois apparaître, là encore, j'ai la dérivée d'une fonction le long d'un chemin, mais c'est la fonction d rond jf, et le chemin c'est A plus th. Donc ce qui ferait le gradient de djf en A plus th scalaire h. Si j'écris ça, je ne vais pas mettre un gradient de djf, ça va faire la somme de i allant de 1 à p de la dérivée partielle d'ordre 2, ijf en A plus th fois hi. Donc ça c'est psi prime. Donc psi de t apparaissait là. Ou j'aurais pu l'appeler psi j pour bien voir les choses. Psi j et psi j prime. Et donc par combinaison linéaire de fonctions de classe C1, phi prime est de classe C1. Ce qui signifie que phi est de classe C2 sur 0,1 et que pour tout t dans R, phi prime de t, ça fait la somme de j égale 1 à p des psi j prime de t, ce qui fait la somme de j allant de 1 à p de la somme de i allant de 1 à p des d de ij de f de a plus th, hi, hj. Alors les indices de sommation, je peux les intervertir, les indices ne sont pas interdépendants, en plus ma fonction étant de classe C2 avec le théorème de Schwartz, d rond de ij, ça fait d rond de j, donc il n'y a pas de problème. Maintenant,
j'ai f de a plus h moins f de a qui est f de phi de 1 moins phi de 0. Mais le gradient de f en a scalaire h, qui apparaît dans ce développement limité à l'ordre 2, ben c'est ce qu'on avait vu apparaître dans le développement limité à l'ordre 1, et il se trouve que c'est phi' de 0. Puisque phi' de 0, c'est le produit scalaire entre le gradient de f en a et h. Autrement dit, f de a plus h moins f de a moins le produit scalaire entre le gradient de f en a et h, c'est phi de 1 moins phi de 0 moins phi' de 0. Et bien pour faire apparaître les dérivées partielles d'ordre 2, je vais utiliser la formule de Taylor reste intégrale à phi, qui est une fonction d'une seule variable, qui est de classe C2, et la formule de Taylor reste intégrale qu'on avait vue dans un chapitre antérieur, c'est phi de 1 plus phi de 0 égale phi de 0, plus phi' de 0 fois 1 moins 0 sur 1, plus l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance 1 sur factoriel 1, phi dérivé 2 fois, donc phi seconde de t dt. L'idée va être de regrouper ça en calculant phi' et en l'écrivant l'autre intégrale comme l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t fois une constante. Donc je vais calculer l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t dt, qui se calcule équivaut 1,5. Et donc, f de a plus h moins f de a moins le produit scalaire entre le gradient de f en a et h, moins 1,5 de h transposé hf de a, h. Ça vaut donc l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t fois phi seconde de t dt, moins, ceci ne dépend pas de t, et c'est le calcul qu'on obtient exactement quand je fais h transposé hf de a, h, ça me fait la somme pour i allant de 1 à p de la somme de j allant de 1 à p de d2 ijf en a, hi, hj. Puis j'ai un 1,5 devant, que j'interprète comme l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t dt. Et par linéarité de l'intégrale, cette quantité-là fait la somme de i allant de 1 à p de la somme de j allant de 1 à p de hi, hj fois cette intégrale, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t fois d2 ij de f de a plus th moins d2 ij de f de a dt. Et là, comme toujours, je vais dire que si h est suffisamment petit, le a plus th sera suffisamment proche de a pour que cette quantité-là soit plus petite que epsilon par continuité des dérivées partielles. Et je vais conclure grâce à ça. Pour cela, je fixe a epsilon strictement positif. Je dis que comme les dérivées partielles sont continues, il existe un delta ij tel que si la norme de v est plus petite que delta ij, la dérivée partielle en a plus v moins la dérivée partielle d'ordre 2 en a est plus petit qu'un certain epsilon prime que je prends arbitrairement égal à 2 epsilon sur p carré pour retomber sur mes pattes à la fin. Je prends delta le minimum de tous les delta ij, qui sont en nombre fini, qui est bien strictement positif, et je dis que si la norme de h est plus petite que le minimum entre ρ et delta, alors pour tout t dans 0,1, la norme 2 de th, qui vaut t fois la norme de h, est plus petite que delta, et le module d'une intégrale, c'est plus petit que l'intégrale du module, le module de 1 moins t est positif, et ce module-là est plus petit que epsilon prime, donc c'est plus petit que epsilon prime fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t dt, qui valait 1,5, donc c'est plus petit que epsilon prime sur 2. Et par inégalité triangulaire, le module de cette quantité-là est plus petit que la somme des modules, et le module de l'intégrale est plus petit que epsilon prime sur 2. Chacun des modules de hi fois module de hij, chacun des modules de hi, je peux le majorer par la norme de h, donc j'ai la norme de h au carré fois p au carré. Et donc c'est plus petit que p au carré fois epsilon prime, la norme de h au carré sur 2. Le epsilon prime, je l'avais pris exprès pour que p carré epsilon prime sur 2 donne epsilon, et donc c'est plus petit que epsilon fois la norme de h au carré. Ce qui démontre bien que cette quantité-là est un petit taux de h carré, ce qui donne bien le développement limité à l'ordre 2 d'une fonction de classe C2 au voisinage d'un point f de a plus h égale f de a plus gradient de f en a transposé fois h, autrement dit le produit scalaire entre gradient de f en a et h, plus 1,5 de h transposé hf de a en h, ce qui pourrait aussi s'écrire comme le produit scalaire entre h et hf de a en h, plus un petit taux de norme de h au carré quand h tend vers 0.